sur interview, la photo interview. Yep. Et salut à tous les amis, on se retrouve pour cette fin de soirée de la RCL, donc pour le match qui opposera Psychedelic face à Phoenix. Et je me retrouve avec Hans. Comment ça va, Hans? Bonsoir, bonsoir. Ben, ça va relativement bien. Je vais te dire une chose, avec le décalage horaire, je pense être un peu moins fatigué que la plupart d'entre vous. Donc pour moi, c'est le début de l'après-midi. Je suis en pleine forme pour la dernière partie de la journée. Ah bah, ça va être intéressant alors pour ce match qui s'annonce épique. Donc je te propose qu'on aille voir du côté de l'équipe 1 donc qui va être la Phoenix pardon. Donc on retrouve Bistou, Cornichon, Lolo, Melon et Pipou. Voilà, donc la line-up de la Phoenix eSport. Je te laisse découvrir la Psychedelic eSport. En espérant ne pas massacrer les pseudos Kaneki, Shax, Axel, Stra et Enz. J'imagine qu'on va avoir un peu plus de détails sur les joueurs qui s'en viennent très rapidement, n'est-ce pas? Parce qu'on a vu de quoi ils ont l'air. Moi, ce qui va m'intéresser, ça va être le style de jeu, qui est lead in game, qui va être l'entry frag, les kills. C'est exactement ce qu'on va voir ici. Et donc là, ça va être psychédélique, comme vous pouvez voir en haut à l'écran. Pourcentage de headshots qui ont l'air relativement haut par rapport à ce que je peux me rappeler d'avoir vu dans les statistiques des saisons précédentes. Axel a l'air d'être un très très bon fragueur. Et il a fait à date 4 kills, 6 morts. Ah, ok, donc j'imagine qu'il y a une grosse quantité de headshots, mais qu'en termes de kills, il traîne un peu de la patte par rapport à sa team. Tout de même, une bonne précision semblerait lui donner avantage. Mais en termes de top fragueur, ça semblerait être Shax jusqu'à présent. Évidemment, ils n'ont joué qu'une seule game, mais Shax était le top fragueur de sa dernière game. Oui voilà, aussi on voit que Astra a fait le boulot aussi, avec un 29 de KD, 9 kills, donc un très bon joueur aussi, qui a été très impactant. Après un petit peu moins performant en headshot, après je pense que vu ses kills cause pas trop de problèmes, donc voilà. Et pour la Phoenix, on n'a pas de stats puisque hier ils n'ont pas joué, c'était un match forfait, donc on va voir ce qu'ils ont dans le ventre. Ça va être intéressant. Et on va tout de suite interviewer Axel. Axel, donc Et du donc, côté de la on psychédélique. se retrouve pour une partie un peu plus interview avant le début de ces matchs. Donc, comme vous l'avez compris, Sylar et Hans sont vos casters ce soir. Et donc, nous allons prendre la température avec Axel, joueur et capitaine de la psychédélique. Est-ce que tu es là, Axel? Je suis là, Daz. Alors, Axel, hier, premier match de la Rainbow Community League saison 5, premier playday, match assez tendu face à une équipe Red Bloods qui a fait une remontada. Quel est votre état d'esprit maintenant pour ce second match face à Phoenix Esports? Ouais, c'est vrai qu'on s'est pris une remontada, mais on n'a pas perdu le mental. Et c'est essentiel de garder le mental. On va tout donner ce soir, on va jouer comme on a fait hier, en espérant mieux faire. On a compris nos erreurs, on va pas les reproduire et on verra comment ça va se passer. Mais on perd pas le mental. Très bien. Et est-ce que vous vous êtes un peu renseigné côté psychédélique afin de pouvoir, côté pardon Phoenix, pour mieux pouvoir gérer ce match ou pour être plus en forme? Renseigné, pas vraiment, mais on sait ce qu'on a à faire et on sait comment on va le faire. Du coup, il reste plus qu'à voir, hein. Eh bien, très bien. Est-ce que tu as un dernier mot enfin pour les personnes qui vont vous soutenir, pour tout? La Bah, parole est libre à toi. un grand merci déjà à tous ceux qui nous soutiennent sur le chat et ceux qui nous soutiennent pas. Ça en fait partie. Et on va tout donner pour vous, hein. En te remerciant et bonne chance encore pour ce match. Vous Merci, Daz. Et bonne chance, bon match. la Phoenix eSport. Merci. Alors, j'ai juste un au niveau de Parsec. Alors, je vais devoir redémarrer, ce qui est très bien. Alors, et on va passer à la deuxième interview. Attends, est-ce que tu peux nous parler un peu plus du match et rappeler un peu à Hans qui n'était pas présent hier, qu'est-ce qui s'est passé durant ce match entre Psychedelic et la team Red Bloods? Ouais, donc on a assisté à un très beau match hier donc de la part des psychédéliques Sylar. contre la Red Blood. On a assisté à un très beau match de la part de la psychédélique donc qui s'est fait malheureusement, qui a pas su enterrer cette équipe de Red Bloods et Red Bloods qui a fait une énorme remontada passant de 5-1 à 7-5.
Donc en ce qui concerne la remontada, voilà, ça a dû leur faire mal au moral, mais comme il a dit, voilà, ça impactera pas ce match et ils vont essayer de tout donner. Donc très beau match en perspective, franchement, j'ai hâte de voir ça. Et donc à présent, on va se retrouver avec Bistou, Bistou le capitaine donc de l'équipe de la Phoenix eSport. Bonsoir Bistou. Bonsoir à tous les amis. Et bonsoir. Donc comment vas-tu pour Bien, ce très bien. premier match donc, que vous allez jouer de la RCL? Comment est ton équipe? Est-ce que vous vous êtes un peu préparé à ce match? Quel est votre état d'esprit avant de débuter ce premier match de la Rainbow Community League saison 5? Alors, la mentalité de l'équipe est excellente. On est sur une bonne dynamique, sur les pracs et tout ça, c'est excellent. On va voir ce que ce match va nous réserver. On a vu un peu leur match hier. Maintenant, on va voir ce que ça va nous réserver. Très bien. Très très bien, très bien. Est-ce que tu as un petit mot, toi, à dire auprès de vos téléspectateurs qui vont nous regarder et qui vont essayer de vous soutenir? Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup à ceux qui vont nous regarder, nous soutenir. Hashtag Phoenix. N'oubliez pas les amis sur le chat. Après, on vous aime. On regardera bien sûr les commentaires lors des rediffusions. Et un gros bisou à vous tous. Eh bien, très bien. Merci encore à Bistou et à Axel qui nous ont rejoints directement sur ce stream de la Rainbow Community League pour une micro-interview afin de prendre la température. À présent, on vous laisse avec les casters Hans et Silar pour le début de cette Rainbow Community League séance Playday 2, dernier match. Bonne chance à vous, messieurs les casters, et bon cast. Et merci Daz Merci et beaucoup. bonne observation à toi. J'espère que ce sera cool encore et on va passer un très bon moment. Donc on va procéder au bad map, donc on va jouer comme on le voit sur Coastline. Donc la Phoenix eSport à Aban, Border, Villa. Donc des maps qui ne leur plaît pas. Villa, on l'a vu, qui est très sided défense, des fois pas trop apprécié des équipes. Parfois, après, ça peut se jouer très facilement aussi. Et du côté de la psychédélique, on a Banque, Consulat et Oregon. Donc du coup, voilà, un bon bad map. On va voir Coastline ce que ça va donner. Qu'est-ce que t'en penses, Hans, de cette map Coastline? Coastline, c'est une bonne map somme toute, définitivement, à un niveau, on va dire, plus pro-am, si vous connaissez la petite expression que je viens de sortir. Ça va être une des maps qui va être les plus jouées, tu sais, avec les maps comme Clubhouse va être beaucoup, beaucoup joué et Frontières aussi. Cependant, Coastline, personnellement, pour des raisons de gameplay, ce n'est pas ma favorite. Premièrement, elle n'est pas super bien balancée. Elle favorise quand même l'attaque pour quelques facteurs dans lesquels je vais embarquer très rapidement. Premièrement, sur Littoral, le roaming va être relativement difficile. La map, à la base, est un anneau et ça fait en sorte que dans n'importe quel corridor, eh ben, il y a tout simplement deux directions dans lesquelles tu peux sortir, à gauche ou à droite. Tu sais, on suit encore une fois la forme en cercle, de la cercle un peu carré, mais en cercle de la carte. Ça fait en sorte que bloquer la rotation d'un roamer, c'est super facile avec une clé mort, avec une lanceur jab, avec quelqu'un qui va tenir une ligne à l'intérieur ou à partir d'une fenêtre comme sur n'importe quelle autre map. Mais en plus, à partir du toit, tu peux tenir des lignes relativement facilement sur le VIP, de l'autre côté sur l'aquarium et même en bas proche de la cuisine. Tout ça, ça va rendre la map très, très, très difficile à contrôler pour la défense et comme telle, l'équipe qui attaque devrait être en mesure de se solidifier une solide avance avant le changement de rôle. Ouais, c'est sûr, les rotas qui sont facilement contrables, on va dire, voilà, comme tu l'as dit, avec une nomade très facile, une clé mort, voilà, et le toit aussi, le toit qui offre des bonnes lignes de la part des attaquants. Et puis, moi, ce que je note sur cette map, c'est que les BP sont facilement accessibles par l'attaque et on peut facilement planter. Je te prends l'exemple de l'aquarium, par exemple, on peut facilement prendre le contrôle de cette pièce et ensuite plante. Au niveau de la plante défaut, voilà, c'est facile à planter. Si tout est bien contrôlé, voilà, il n'y a pas trop de soucis. Et aussi le Bar Sunrise qui est un bon site très très vaste et hyper difficile à contrôler pour la défense. Voilà, il te faut un yokai drone pour essayer de deny une plante ou un C4, tout ça. Donc c'est vrai que sided attaque cette map. Il y a cependant une chose que j'aime bien, là, on vient tout juste de finir de souligner les soucis de la map. Une chose, par exemple, que j'apprécie bien sur Littoral, c'est qu'il n'y a aucun bomb site qui va être absolument inutile
Certes, il y en a des meilleurs que d'autres, comme dans chaque série ou dans chaque ordre, il va y avoir un premier et un dernier élémentaliste. Mais si on prend l'exemple de Clubhouse, si tu vas dans le bar, tu es juste tombé sur la tête. Alors que sur Littoral, tu peux aller, tu peux aller dans le bar bleu, dans le bar Sunrise, tu peux aller dans le penthouse et tu vas quand même avoir une certaine possibilité de réussir ta défense. Tu viens de souligner, bar Sunrise, c'est difficile à tenir, mais c'est quand même faisable Oui. et ça va faire en sorte que toute la map a un potentiel d'être jouée, contrairement encore une fois à Clubhouse. Et oui, du coup, ouais, comme tu l'as dit, des points positifs aussi, tous les bombes sites sont viables entre guillemets. Voilà, si la défense gère bien sa strat et tout ça, c'est facilement winnable comme on dit. Voilà, ils peuvent marquer le point en défense quand même. Donc on va voir ce que les équipes vont nous proposer sur cette map qui est quand même intéressante, on va dire. Après, j'ai vu que les équipes de plus en plus la bannaient en Pro League. En Pro League au Six, on l'a pas trop vu au Six, donc la méta change. Au début, elle était très très utilisée en Europe. Donc on va voir comment ça va se passer pour ce Playday. Absolument. Maintenant qu'on a parlé un peu de la map, parlons un peu des joueurs qui vont, disons, évoluer dans la map. Bande des opérateurs, style de jeu, méta qui ont plus de chances de succès, méta qui ont moins de chances de succès. Les deux équipes, là, c'est ma compréhension qu'on est encore relativement tôt dans la saison de la RCL. Bon, ça ne va venir en surprise à absolument personne, mais en conséquence, les targetman ne devraient pas encore arriver. Les joueurs, à moins qu'ils se connaissent de l'extérieur de la RCL, ne devraient pas se dire « Ah, un tel exemple est trop bon sur, on va dire Blackbeard, on va ban Blackbeard à cause d'un tel joueur. » Les bans risquent pas mal plus d'y aller en lien avec la méta. Et donc, qui penses-tu des deux équipes va ban quel opérateur en attaque et en défense? Par extension, quel genre de style de jeu est-ce qu'on va vouloir faciliter par le ban des opérateurs et quel genre de style de jeu est-ce qu'on va vouloir empêcher avec le ban des opérateurs? Alors du coup, moi je pense que du côté de la défense, on va forcément ban un opérateur capable de couper une rota. Je pense à Nomad par exemple. Après, il y a Capita aussi qui peut être un très bon ban au niveau de ses smokes et de ses carreaux asphyxiants. Donc je pense, ouais, du côté de la défense, on va vouloir éliminer des attaquants qui leur posent problème pour pouvoir roamer. Sachant qu'en plus, hier, Enz nous a montré un très bon roaming sur Villa. Donc du côté de Psychedelic, donc il va vouloir éliminer ce souci de rota pour se balader sur la map. Et du côté de la défense, je pense plus à un Maestro, peut-être un ban Maestro ou un ban Echo ou une Mira pour tout ce qui est voilà, prise d'information, deny de plante, hein, voilà, qui va poser souci aux attaquants. Bien sûr aussi, on a les Hard Breachers qui peuvent poser problème au niveau du penthouse, donc peut-être un ban Maverick, peut-être un Badimada pour, tu sais, le mur qu'il y a en billard, le quadruple mur là. Donc Oui. beaucoup de possibilités de ban sur cette map. On va voir ce qu'ils vont nous proposer. Cependant, les opérateurs, on va dire hard breach, je déteste utiliser des anglicismes. J'ouvre une parenthèse. Est-ce qu'on peut être fier de la langue française? Mais Ouais, là, c'est ça. Quel est le terme techniquement correct de hard breacher? Les opérateurs dont le gadget détruit les murs renforcés. ouais, Bon, c'est ça, on se voilà. comprend. Ouais, des fois l'anglais, c'est tout simplement plus simple et plus expédié, disons. Dans un cas comme dans un autre, j'ai pas l'impression, ou en fait, pas juste j'ai pas l'impression, c'est tout simplement pas la meilleure map pour être un main termite ou un main Ibana. N'est-ce pas? Il y a que très, très peu de sites où l'ouverture d'un mur renforcé va être absolument primordiale. Il y a le penthouse, on va vouloir ouvrir le mur dans la chambre, mais à part de ça, comme tu viens tout juste de le souligner, si on défend dans la salle de billard, eh bien, les attaquants pourraient être très intéressés à ouvrir le mur VIP pour avoir une ligne sur l'objectif, mais on ne parle pas non plus de la volonté d'ouvrir un mur pour rentrer dans l'objectif, comme serait le cas sur un garage. Le cas typique serait probablement sur Consulat. Ouais. Ouais, tout à fait, ouais. Il n'y a aucun vraiment mur intéressant à part sur le site Penthouse. C'est du VIP au Penthouse permet de rentrer directement sur le site. C'est le seul BP vraiment qui est intéressant avec un Hard Breacher. Après, sinon, ça va être plus pour, comme tu l'as dit, ouvrir des lignes, par exemple de la VIP jusqu'au billard ou du quadruple mur billard là, depuis le toit. Donc pour avoir des lignes grâce à la Ibana. Donc ouais, le Hard Breacher pas indispensable comme sur une Consula ou comme sur par exemple une banque avec le mur magique par exemple. Donc voilà, les Hard Breacher pas nécessaire mais tout de même utile.
Parlons un peu de la différence entre les maps à 2 et à 3 niveaux au même moment. Je ne sais pas si c'est les joueurs ou si le stream à l'instant voit le jeu, mais on vient d'avoir nos 10 joueurs dans la game, donc on Oui. devrait être prêt à lancer ça très, très, très rapidement. Si jamais il y a un joueur qui est parti comme chercher de quoi manger ou qui est parti aux toilettes, dans le pire des cas, ça va prendre 2-3 minutes avant que la game commence, mais ça s'en vient très, très, très rapidement. Donc, pour les 2-3 minutes qui nous restent, les maps à 2 vis-à-vis les maps à 3 étages. Bon, la seule map à 4 étages qu'on a dans le jeu, c'est Tour et on n'en parle même pas. Puis il n'y a pas une seule map qui va être dotée que d'un seul étage. Donc, qu'est-ce que ça va apporter comme une influence dans la méthode, dans le style de jeu? Exemple, capacité de roamer. Tu ne peux pas vraiment trop fuir dans les escaliers quand il y a moins d'étages et donc moins d'escaliers. Est-ce que tu préfères des maps comme Coastline ou tu préférerais le layout à 3 étages avec le code typique qui serait encore une fois Clubhouse ou Consulat? Moi, je dirais que l'avantage de la map à 3 étages, en fait, c'est que du point de vue de l'attaque, on va pouvoir, par exemple, délaisser un étage, en fait. On va directement soit arriver au top. Si le BP est au milieu, ben, on va oublier le sous-sol, plus ou moins. On va l'esquiver, plus ou moins. On va gagner du temps dans le droning. Par contre, voilà, pour la défense, 3 étages, c'est l'explosion du roaming, en fait. Si tu as 3 possibilités de rota, là, ça commence à être très strong le roaming. Après 2 étages, je trouve ça intéressant. Voilà, il te faut tout prendre le contrôle de la map. Et donc du coup, on est parti du côté de ce match sur Coastline et on va voir les maps et les ban opérateurs, pardon, les ban opérateurs. Donc, justement, ici, on va pouvoir mettre nos pronostics au test où on va les mettre à l'épreuve. On va se rappeler un peu quels opérateurs on avait supposé qu'ils seraient ban. C'est surtout sur la défense c'est que je me rappelle qu'on avait dit Echo Maestro. Caveira peut être très bonne pour roamer sur une telle ou une telle map, mais peu importe ton site, peu importe ta map, tu vas toujours vouloir planter le désamorceur. Donc, empêche la pause peut toujours être intéressante. Psychedelic va tout de suite y aller avec un ban de Thatcher. On l'avait pas prédit celui-là. On l'avait pas prédit le ban Thatcher. Voilà, pour D-Dine, tout ce qui est Yokai Drone par exemple, voilà, il peut être, ou les Gumine, les Maestro, donc les Evil Eye, donc, et Jackal. On veut pas être embêté par un Jackal du côté de la Phoenix, et on passe à la défense. Le ban de Thatcher, cependant, est quand même très prévisible en rétrospect. Thatcher, et puis je suppose que la plupart du chat, la plupart des gens sur le chat vont savoir exactement quel est le problème avec. Il est une façon trop facile et trop automatisée de contrer une grande quantité de styles de jeu chez la défense. Tu as en fait mis le doigt sur le problème, peut-être même sans le réaliser. On peut ban, comme tu disais, les drones Yokai, les Valais Maestro, les Mingu, les mines de Hela, les dispositifs Jaeger, les dispositifs de Mute, les dispositifs Bandit. Et la liste est tellement grande qu'un seul opérateur qui peut en contrer, on va dire 25 autres, c'est à peu près abusé et c'est pourquoi on veut l'enlever. D'enlever Thatcher, ça va permettre de jouer. Attention, je me relance dans la liste. Bandit, Jaeger, Hela, Mute, Echo et tous ces opérateurs-là. Côté défense, donc, on va voir passer par-dessus rapidement. Valkyrie, c'est simple comme bonjour. Sur cette map-ci, Valkyrie est à son meilleur. La nature nano de la map va faire en sorte qu'il est très facile pour les caméras extérieures de voir une grande portion de la map, sans même parler des palmiers à l'extérieur dans lesquels il va être super facile de cacher une petite caméra Valkyrie. Oui, et puis le second ban, c'est le ban Mira, donc je l'avais call celui-là. Donc Mira qui est très strong, notamment en Kitchen, où elle a une vue sur l'entrée de service très facile, une possibilité de décal ou de prise d'info, c'est très intéressant, donc on veut pas être embêté par Mira. Et du côté des Six Peaks, donc on Six Peak une Finca, surprenant du côté de la Phoenix. Et Modzi, Modzi classique pour empêcher la prise d'info du droning à l'attaquant. Donc on va voir comment se passe ce premier round. Et on est en chicha. Donc, il n'y a aucun opérateur, si je me tourne un peu du côté de l'attaque chez la Phoenix, qui, selon moi, va crier assaut line méthodique. Tu sais, droner tous les angles, que ça ne peut pas se faire surprendre, et blablabla, et blablabla. Donc, peut-être même qu'on pourrait s'attendre à voir le rush, sachant surtout que le Six Peaks, c'était Finca. Donc, on ne voulait surtout pas que chez la Psychédélique, l'information transite que Finca va être dans la composition. Je vais être curieux de voir si on va vouloir y aller avec une agressivité sans pareil pour bien démarrer la partie chez la Phoenix. Et oui, là, la Finca, ça peut être synonyme de rush, on booste ses coéquipiers et on fonce dans le tas. Ou ça peut être après jouer sur la durée, on remet un petit coup de boost quand ses coéquipiers sont faibles. Donc on va voir ce qu'ils vont nous proposer. Et ça spawn majoritairement ruine. Et on est au droning du côté de la Finca.
Ouais, donc l'avancée au drone qui ne parle pas du tout d'une avancée rapide et agressive. Tout de même, si on veut s'asseoir au rez-de-chaussée, comme Raymond semblerait être en train de faire à l'instant, voilà, il va coter ça. Mais regardons ça très rapidement. Il y avait des silhouettes au rez-de-chaussée dans le bar bleu. Je pense que c'était peut-être la silhouette de Mozzie Jaeger, qui sont les deux suspects les plus probables d'être en train de roamer. Voilà, Enz juste ici qui va absolument vouloir contester l'insertion des attaquants. La nature même de son gadget va faire en sorte qu'il va être relativement difficile pour les joueurs de la Phoenix de le droner et donc d'avoir information sur sa présence. Et Donc, le premier cependant, a duel. clairement été identifié, va faire le premier kill. Bien joué. Sa position, par exemple, inconnue. Il n'est pas sorti du pétrin, mais l'opérateur qui aurait pu lui lever une grenade derrière le bord bleu est maintenant décédé. Et oui, donc Buck qui était très strong comme opérateur sur ce match, voilà, par en dessous, et Meloun qui fait le premier kill, qui se fait une instant revenge. Instant revenge par Axel, une lésion. Ouais, Bisto qui s'est inséré, qui n'a jamais été repéré apparemment. Donc, que je sache, je n'aurais jamais regardé dans la direction générale de Zofia. Donc, bravo à Bisto pour l'insertion. Somme toute relativement prévisible, simple. Je veux dire, il a fait absolument aucune magie noire. C'était assez simple. Il est rentré par la fenêtre, puis après ça, il a lentement contourné. Mais les résultats étaient impeccables. Donc, absolument aucune critique à y avoir. Des fois, l'assaut le plus simple et le plus direct est celui qui va avoir le plus de potentiel. Et là, si on regarde en troisième personne, il reste personne chez la défense, à l'extérieur de l'objectif, à l'exception de Axel qui n'est pas du tout en roaming. Et comme tel, le jeu de roamer a déjà été déjoué. Et donc, chez les attaquants, chez la Phoenix, on est à peu près prêt à mettre la pression sur l'objet et probablement tenter de pointer le désamorceur. Et voilà, on fait tomber les Vilay qui est une capacité de deny la plante. Et on est très proche de cette plante défaut, comme je te le disais en début de cast. L'aquarium qui est très facile à prendre et qui va permettre de planter facilement. On va voir comment ils vont nous proposer la deny. Et Finka avec ses grenades, frag qui va empêcher la rota. Ah, et la grenade aurait probablement fait le kill ici sur Maestro, mais ça, c'était si Pipou ne faisait pas le kill au préalable. Évidemment, ce qu'il a fait. Et là, le désamorceur est en train de planter, donc il va juste falloir bloquer les rotations. Oh là non, là. il va changer d'angle. Ah là là. Mauvais timing. Désamorceur tout de même planté. Situation de 2v2. Cornichon, donc les deux attaquants qui maintenant vont faire un rôle de défense pour se reculer un peu et vont tout simplement tenir des lignes. Ça va être assez difficile, surtout pour les joueurs de Psychedelic. Oh là là, le beau shoot de Le Axel. premier kill qui va arriver ici. On a à peu près le contrôle de l'objectif, mais c'est pas pour autant qu'on a le contrôle du désamorceur. On va avoir Smoke qui apparemment voudrait push, mais non, Axel va simplement se contenter de défendre. Pistou donc va devoir pick. Il va faire le premier kill, il va faire une double élimination et la triple élimination au grand total. Très bien joué ici, la Pistou première qui est ronde va énorme. être remportée par la Phoenix. Et ouais, ce clutch réussi par Bistou, magnifique. Peut-être les défenseurs qui ont un peu trop piqué ensemble, ils auraient peut-être dû plus tempo, prendre plus le contrôle. En tout cas, Bistou qui tempo au maximum et qui réussit ce clutch avec sa Zofia. Très très propre. Vraiment, le jeu de roaming qui aurait probablement dû espérer faire plus de frags que ça. Parce que définitivement, une fois que la SOA venait sur l'objectif, malgré le fait que le nombre de joueurs en venant à chaque équipe était à peu près équilibré, n'est-ce pas? C'était une situation de 3v3. Dès que tu perds tes roamers, évidemment, les emplacements où tu peux juste rester statique sur le BP, eh bien, qu'est-ce que je peux dire? Ces emplacements-là ne vont pas du tout couvrir la salle de billard. Et avec un petit peu de fumigène, avec un petit peu de couverture, ça va être tellement facile pour l'attaque de planter le désamorceur et d'après ça, de tenir la plante. C'est exactement ce qu'on aura vu. Ouais, et apparemment, on avait un problème de mode studio du côté de la régie et du coup, les téléspectateurs ne voyaient pas le match. Malheureusement, ils n'ont pas pu suivre ce premier round, mais problème résolu. Désolé à tous les téléspectateurs pour le dérangement. Et on est parti donc sur cette deuxième défense, sur le même BP. Du côté de la Psychedelic, on va essayer de s'adapter face à l'attaque Phoenix qui a été très propre, qui ont délogé les deux roamers très rapidement. Et voilà, donc du coup avec les refrags c'était très propre, on va voir comment ils vont s'adapter du côté du roaming. L'équipe est absolument la même il me semble au niveau des opérateurs, côté de la défense et de l'attaque. Donc peut-être le round va être similaire on va dire. Corrige-moi si j'ai tort, mais les deux équipes à l'opérateur près ont exactement la même composition. Donc ça va vraiment se jouer à l'exécution pour la deuxième manche. Et jusqu'à présent, chez la Phoenix, on semblerait y aller pour le même opener. Donc on va avoir Buck qui va vouloir droner un peu. Mozzie qui va retourner les drones contre un précédent maître et qui va droner également. Enz tient des lignes très agressives, vraiment contester l'insertion le plus possible.
Il va déjà tenter des fusillades à la fenêtre, mais évidemment, il n'a pas le meilleur équipement pour faire ça. On s'entend qu'à longue distance, les attaquants avec les ACOG risquent de réussir à le battre. Surtout que Enz est en situation de 1v2, 3, peut-être même 4, dépendamment de la quantité de ressources que la Phoenix voudrait investir à le déloger. Mais le jeu de roaming va être beaucoup plus prévalent, beaucoup plus présent chez la défense. On voyait qu'on a quand même 3 silhouettes en bas dans le bar Sunrise. Cependant, ces silhouettes-là vont se faire encercler. Raymoud va faire déjà un premier frag bien joué. Et il n'est pas tout seul. Est-ce qu'on a une possibilité d'aller chercher le refrag? Apparemment non. Toke qui va être très passif. Il va s'éviter la flash, mais il n'est pas capable de s'éviter la mort. Melou avec la fenêtre qui va chercher le frag. Enz, donc l'opérateur, le défenseur qui a tout commencé, va être le dernier de ses alliés en vie dans cet endroit général de la map-ci. Et sa position semblerait être inconnue. Il a l'avantage de la surprise. Il l'a perdu au moment où la fusillade va s'enclencher sans que l'un ni l'autre des équipes soit capable d'aller chercher un frag. Et là, il va tenter d'intéresser les joueurs de la Phoenix à se partir à pourchasser un fantôme. Après tout, il a fui. Il n'est plus dans les environs du tout. Mais il veut continuer à causer un stress mental et psychologique sur les attaquants qui n'en ont que faire. Pipou pour la Phoenix, ça va tout de suite commencer à monter en rappel, chercher les lignes sur l'objectif lui-même. On entend Buck qui est en train d'ouvrir le plafond. Enz était capable de revenir, mais Astra Meister, en situation essentiellement de 1v5, quand on s'entend qu'Enz n'est pas capable de faire la rotation, va avoir beaucoup de difficultés à retenir la pression sur l'objectif face à la force complète et cumulative des joueurs de la Phoenix. Et oui, on a vu tous ces joueurs qui sont tombés très facilement face au Phoenix. Donc cette fois-ci, ils ont réussi encore moins bien à tenir. Donc le déroaming est très puissant du côté de la Phoenix et il conclut Bistou sur Enz. Le roaming qui est très facilement mis à mal par l'attaque Phoenix. Donc très très propre cette attaque avec des attaquants un peu de partout sur la map qui tiennent les lignes croisées, c'est vraiment très très propre. Et on l'a vu Enz qui a réussi à s'échapper, mais tous ses amis en bas en roaming étaient mis à mal par l'attaque. Donc on change de BP, on passe en kitchen, on va voir comment ça va se passer. Si je devais faire un petit rétrospect sur la dernière game, tout ce que j'ai à dire, c'est que chez la psychédélique, on s'est dit quitte ou double et on a choisi double. La première ronde avait été perdue, on pourrait argumenter par une présence insuffisante des roamers. Alors, on a juste lancé un peu plus de ressources et un peu plus essentiellement de joueurs, de temps d'énergie, de tout ce qui est à la disposition de la défense vers le rez-de-chaussée pour se dire plus de roamers égale plus de potentiel de kill. Il voulait vraiment miser lourdement sur la défense de la région générale du bord bleu et du bord Sunrise. Mais la Phoenix est absolument prête à ça. Ils ont dit non, tu as plus de défenseurs dans les environs. Ben écoute, c'est plus de kills que je pourrais faire à l'extérieur de l'objectif, à l'extérieur de la forteresse protectrice du cocon que vous avez créé dans l'objet. Les roamers en sont simplement sortis et ont fait des cibles faciles. Donc, après 2 défenses échouées, comme tu l'as souligné il y a quelques instants, on pourrait aller où on veut pour la psychédélique. Ils n'ont pas encore réussi à gagner un seul BP. Mais ils vont se dire, assez, c'est assez. On va couper les pertes, on va licher nos plaies et on va aller ici dans la cuisine en espérant y obtenir des meilleurs résultats. Les résultats vont peut-être être au rendez-vous. Après tout, la situation précédente ne fonctionnait tout simplement pas. Il fallait briser le statu quo et on va faire ça non pas seulement avec un nouvel emplacement de défense, mais également avec une nouvelle composition. Notamment, il va y avoir Maestro qui va faire son apparition pour la toute première fois dans la partie. Non, Maestro qui était déjà pick, il me semble, par. Ah, t'as raison, je suis con. Elle était Levi, elle était au niveau du billard. Donc oui, Maestro qui est vraiment très très strong sur cette map. Et l'entry kill de Enz sur Raymob. Cette fois-ci, le roaming a fait son premier kill. Son premier entry kill. En effet. À un niveau compétitif, à un niveau Pro League, la team qui va aller chercher le premier sang, typiquement, où la majorité du temps va être capable de gagner la ronde parce qu'elle va aller chercher l'initiative, elle va aller chercher la main haute dès le tout début de la ronde. Et une bonne équipe va être capable justement d'utiliser cette initiative-là et cet avantage-là pour simplement aller chercher de plus en plus de kills, ce qui vient de plus en plus agrandir l'écart de nombre de joueurs en chaque équipe au fur et à mesure que la ronde progresse. Donc, chez la psychédélique, si on joue bien ça, si on joue bien aux cartes, on pourrait peut-être gagner cette première ronde. Et ça, évidemment, c'est quelque chose que la Phoenix va faire tout ce qui est dans son pouvoir pour empêcher d'avoir une telle situation qui va se produire. Le push semblerait être relativement unilatéral. On arrive barre bleu, barre Sunrise, et on va vraiment juste rentrer en situation de fusillade face à face. Je vois pas beaucoup d'attaquants tenter d'encercler, de flanquer la défense, mais ça va avoir le désavantage d'être très prévisible. Donc, juste ici, il va faire un fight sur Bistou, ça va exactement d'où on allait arriver. Il y a également Nomad qui est en PLS, ça va essentiellement nous mettre dans une situation de 2v5, mais il vient de se faire animer, donc on retourne au 3v5.
Oui, la défense qui a bien engagé ce round en kitchen avec le bon roaming là de Toad en SK Cool Vibes. Et Melun qui fait son kill sur Hens. On a délogé le Jäger en main côté CCTV. Cette position était embêtante pour l'attaque. On va voir si ça va débloquer leur jeu. Et on a toutes les infos du côté de Axel qui voit que ça rota au niveau de l'entrée de service. Donc on fait une rota générale du côté de la Phoenix et on va s'orienter sur l'attaque classique en entrée de service. Et puis pour Définitivement, c'était la bonne chose à faire. On va voir Nomad par exemple qui va s'y tenter, mais on se l'attend de pied ferme. Le refrag ici par exemple de la part de Cornichon, qui lui-même va se faire refrag. Tu vois, c'est exactement de quoi je parlais. On peut tenir des lignes depuis tellement loin. Imagine si c'était sur le toit, ça aurait été un attaquant qui bloquait la rotation. Melo va faire un bon kill. J'ai massacré son pseudo. Désolé, Melon, il y a un N à la fin. Mais tout de même va se faire refrag par Astrameister. Et c'est ainsi qu'on va avoir, tel que prévu, tel que prédit, la psychédélique qui va remporter sa première défense. Donc, jusqu'à présent, les performances dans la cuisine dépassent de loin les performances Fuka. Mais après avoir gagné cuisine, est-ce qu'on va être un peu forcé par les événements d'y retourner? Et Apparemment, on retourne en oui. Nuka. On retourne en Nuka. On va essayer de retenter encore une fois cette défense Nuka. On va voir si le roaming va porter ses fruits cette fois-ci. Et on voit Tauk qui a pris un castle. On va voir ce que ça va porter sur leur défense Nuka. Et on voit le tableau des scores. On voit très clairement les intrifraggers. Ah oui, absolument. Il y a Remo, par exemple, qui a tendance à jouer dans le trifrag également, qui se fait fraguer rapidement tôt dans la plupart des rondes. Mais comme on a pu voir, il y avait 3 kills, donc il n'est pas non plus une innocente victime du destin. Il rentre, des fois il fait ses kills, des fois il en fait un peu moins. Il va être parmi les premiers à mourir, mais il va également être parmi les premiers à fraguer. On avait parlé de l'exécution au niveau de Hookah. On avait parlé de comment c'était important de bien exécuter la défense. Puisque la composition et la stratégie générale même ne semble pas trop être mise à jour. Ici, cette ronde-ci en ligne, jusqu'à présent, pour être relativement similaire au précédent. Oui, voilà, on a vu en fait, c'est le roaming la clé de la défense de la psychédélique. Si le roaming fonctionne, qui fait les bons kills au bon moment, on voit que le round est gagné. A contrario, à chaque fois à la Huka, le roaming était délogé très rapidement par la Phoenix. Donc on va voir si cette fois-ci le roaming va porter ses fruits et va faire du kill. On va voir s'ils vont avoir les mêmes positions. Déjà, la Zofia, Bistou qui attaque à l'opposé des autres rounds en main. Et on a l'info. Je pense qu'on a l'info sur le joueur en main. Apparemment oui, ou en tout cas définitivement Toke. S'il ne sait pas que Zofia est dans les environs, il a quand même tendance à vouloir protéger sa direction générale de la map. Par exemple, il va évidemment avoir été repéré, mais là, ce serait le bon moment pour Shax d'arriver, de faire son petit flanc sournois. Après tout, l'attention des joueurs chez la Phoenix va être tournée sur notre fameux vigile. Et comme tel, Remo ici a l'épaule collée sur un mur destructible. Ne regarde pas du tout le cadre de porte, pourrait facilement se faire avoir. Le wallbang ici, où je devrais dire le team kill qui aurait pu arriver si on faisait pas attention, mais non, ça a été un kill et un refrag. Ni l'autre des équipes ne va intrinsèquement avoir l'avantage. La mauvaise nouvelle, par exemple, c'est que Shax maintenant est tout seul. Le moment qui se fait droner, comme c'est le cas à l'instant, et ben, il va être en situation de 1v2 et de flanquer, de jouer de manière intelligente en équipe. C'est plus possible et c'est pourquoi il va tomber très rapidement. On a Astrameister et notre Lésion qui vont être les derniers opérateurs en vue pour leur équipe. Encore une fois, le jeu de roaming a été relativement facile à déloger pour la Phoenix et les résultats qui ne se tarderont pas de se faire dévoiler, d'après moi, vont ressembler aux rondes précédentes. Et oui, décidément, ce roaming de la psychédélique n'y arrive pas à perf. Et on voit que Astrak se fait éclater par Melun. Donc ouais, le roaming qui n'y arrive pas pour ce BP. On est délogé trop facilement. Regarde, une 30, on est déjà en 4v1 aux portes du BP. Et c'est trop facile. C'est trop facile. Raymob qui fait la bonne grenade. C'est trop facile. On arrive trop bien à attaquer du côté de la Phoenix. De ce côté-ci de la map. On va voir s'ils vont s'acharner encore sur ce BP ou s'ils vont aller en penthouse ou du côté de la kitchen. Non, la kitchen est bloquée. Donc ouais, Blue Bar Sunrise. Blue Bar Sunrise. Donc, on va poser une question ici qui va aller chercher un petit peu la méta de la map.
on voit évidemment que le pointage favorise lourdement la Phoenix. Tu sais, littéralement, c'est 3 quarts des points vont à la Phoenix, c'est seulement 1 quart à la psychédélique. Mais on avait parlé tout à l'heure, avant que la game commence, que l'attaque a par nature de la map l'avantage ou la facilité. Donc, sachant que le pointage est de 3 à 1, avec le désavantage naturel dans lequel se trouve la psychédélique jusqu'à temps qu'on ait le changement de rôle, est-ce qu'on pourrait dire que les équipes sont équilibrées? Est-ce qu'on pourrait dire qu'elles sont du même niveau? Ou, malgré l'avantage de la psychédélique, malgré l'avantage de la Phoenix, ils en font plus que juste équilibrer les scores et la psychédélique devrait gagner quand même une ronde ou deux de plus, malgré le désavantage qu'ils ont actuellement. Après, c'est sûr, oui, comme on l'a dit, la map est sided attack, mais est-ce que 2 rounds d'écart, on va voir que s'ils arrivent à en marquer d'autres ou pas, mais 2 rounds d'écart, est-ce que ça va être trop ou pas assez? On va voir comment ça se profile, mais je dirais quand même que la Phoenix est quand même au-dessus. On va voir comment ça va se jouer en Blue Bar Sunrise. On va voir ça, mais ça peut surprendre quand même le changement de side. Donc on va voir ce qu'ils vont nous proposer du côté de ce bar. Et ce serait bien pour eux, en effet, qu'ils marquent 1 ou 2 rounds de plus pour aborder la mi-temps un peu plus sereinement. Absolument, ou à l'inverse, on se rappelle évidemment avec la 5e ronde, le changement de rôle va arriver à grand. C'est pour ça qu'on peu. Et puis, ça va être grand temps, essentiellement, pour la Phoenix d'aller se magasiner un avantage tactique au niveau du pointage aussi grand que possible, sachant qu'ils sont probables, au minimum absolu, d'avoir leur avantage qui va se rétrécir, passer la 6e manche, encore une fois, qui va arriver à grands pas. Cependant, la défense ici, Blue Bar, va être lourdement axée sur le roaming. On peut voir, premièrement, les opérateurs qu'on a, deuxièmement, les positionnements et les stratégies qu'on a chez la psychédélique. La présence de 2 opérateurs dédiés au roaming, en l'occurrence Vigil et Mozzie, si je ne m'abuse. C'est la première fois qu'on voit ça dans la composition. Jusqu'à présent, malheureusement, les résultats ne sont pas au rendez-vous. On va avoir essentiellement Toke. Donc, c'est beaucoup de dégâts qui est en situation de genre 1v3, 1v4 facilement. Pas capable de faire son premier frag. Il va déjà tomber. On va tenter de prendre la relève de la part de... Ah, je pensais que c'était après la silhouette de Shax. Apparemment, je me trompe. Peut-être Astrameister. Dans un cas comme dans un... Non, Astrameister aussi est en bas. Ben, il y avait une autre silhouette orange dans les parages, mais elle n'aura pas mis trop de pression. Probablement Shax, un prospect, qui a attiré l'attention et qui s'est tout simplement replié immédiatement après. Oui, je pense que quand ils ont vu le nombre d'attaquants du côté de ce VIP, ils se sont dit on va reculer, on va un peu plus tempo et on va leur faire perdre plus de temps. Et là on voit que la pression est énorme, Remove qui fait tomber Shax en billard et Axel qui prend le revenge kill avec sa smoke, la bonne smoke. Donc, on a été quand même très bien coordonnés chez la Phoenix pour déloger les roamers. Jamais on avait les attaquants qui étaient en situation genre de 1v1 avec un roamer, alors que les roamers, eux, étaient essentiellement isolés. Tu sais, c'est pas comme s'il y en avait un, on va dire, on va mettre la supposition où tu as un roamer qui va dans le salon VIP et un roamer qui va dans le front house. Les deux peuvent guetter facilement un angle ou deux, et les deux peuvent venir se supporter ou s'entraider en cas de besoin très clair. C'est pas le cas. La Phoenix était capable d'isoler, dans ce cas-ci, Vigil et Elan, et de les fraguer sans que l'un l'autre puisse se supporter, ce qui aura fait 2 situations distinctes et individuelles de 1v3 ou 1v4. Et donc, ça a donné le résultat qu'on a ici. C'était un 5v2, maintenant, 4v3, pardon, maintenant un 4v2. Avec 36 secondes restantes au chrono, ça va être une des rondes les plus serrées en termes de temps qu'on aura vu, définitivement. Mais avec 30 secondes, c'est encore amplement suffisant pour planter. Astrameister, voilà, qui est pris sur place à cause du feu, qui va tomber. Hans, dernier opérateur pour son équipe, ne sera pas trop en position d'empêcher le désamorceur de se faire planter. Surtout s'il doit faire attention à la frontière à sa gauche, car après tout, il y a quelqu'un juste là. Il y a la ligne, mais il y a un Capitole qui peut mettre de la fumigène n'importe quand. Il va falloir que ça arrive rapidement, car il reste 12 secondes. Voilà, ça va être après maintenant ou jamais. Enz a fait le frag sur le porteur du désamorceur. S'il a conscience de ça, il pourrait tenir sa ligne. Il pourrait même gagner la ronde, malgré son lourd désavantage numérique. Mais non, il ne l'avait pas réalisé. Raymond va donc planter le désamorceur. On va tenter d'empêcher ça. Il va faire un kill. Situation maintenant de 1v1. Le désamorceur, par exemple, a été planté. On retourne au 2v1, puisque Buck a à nouveau les mains libérées. Et c'est ainsi que Raymond va remporter la 5e manche. Et oui, encore une fois, le roaming qui est pas assez strong, et je pense que c'est surtout les attaquants qui ont une capacité, la Phoenix Esports, qui ont la capacité de déroamer facilement et de façon très coordonnée. On voit que chacun attaque un peu de son côté et qui va resserrer les taux du côté de la défense. La défense qui ont du mal en roaming, et du coup Hans qui a rien pu faire avec son Jaeger en situation de 1v4. C'était compliqué, aucun gadget pour Jedi.
aucun C4, aucune smoke, donc c'était compliqué. Il a bien engagé, mais il y avait trop de monde du côté de la Phoenix Esports. Et à ce stade, on a clairement vu que le roaming, le psychédélique, est nettement inférieur à l'anti-roaming que la Phoenix va envoyer justement pour dégager le problème. On a tenté une fois ou deux par différentes façons de booster le roaming, d'envoyer plus de joueurs, de juste d'investir plus de ressources dans cet aspect-ci du problème que présente la défense, mais c'était sans succès. Donc, pour la dernière manche, ça va le changement de rôle. Je vais juste poser une question qui va s'attaquer essentiellement à la route, à la racine, pardon, du problème. Oui, en anglais. Oups. Mais essentiellement, si on n'est pas capable de faire un roaming, est-ce qu'on ferait pas mieux juste de se dire, OK, tant pis, défense full turtle, laissons leur prendre à gauche et à droite de part et d'autre autour de l'objectif, mais rendons l'objectif aussi difficile que possible à attaquer ou à pénétrer dans un sens très, très, très nucléaire, ne défendre que les salles de l'objectif si, à l'extérieur, les défenseurs sont trop isolés. C'est sûr que c'est à double tranchant. Il y a ces deux solutions, ce dilemme. Est-ce qu'on va faire un full turtle ou on va faire beaucoup de roaming, par exemple deux personnes en roaming, voire trois, dont une en proxy BP. Après voilà, là on voit que le roaming se fait trop facilement déloger. Ce serait peut-être plus judicieux pour la psychédélique de faire du proxy BP. Mais on voit qu'ils n'ont pas fait ce choix. On voit toujours les joueurs en sunrise et en blue bar. Même si Stevie envoie une silhouette orange. Et on fait un push, rapidement. Et Move va casser des dégâts à cause de la Ivalai, mais c'est dans le cas faire, il va rentrer au rush, il va faire le kill, Shax, c'est 2. Est-ce qu'il va faire la moins 3? La moins 3, est-ce que c'est une... Shax! C'était une flawless round. Non, on voit le nom de Toc et de Sax, je pense, une fois ou deux. Mais Shax, quand même, a fait un bon travail. Ouais. Peut-être que ça a commencé à monter un peu à la tête de la Phoenix. Pour revenir exactement à ce qu'on parlait, tu sais, avec le roaming, je me disais, là, surtout ici, si on veut y aller en proxy BP ou en full défense turtle, la cuisine avec le plafond entièrement destructible pourrait être à peu près le mauvais site pour y aller avec cette stratégie-ci. Heureusement, pour la psychédélique, ça ne va pas se retourner contre eux parce que la Phoenix a tout simplement trop la ronde, pardonnez mon anglicisme, mais il n'y a pas d'autre façon de le dire. Ils ont commis des erreurs inadmissibles et ils n'avaient pas du tout besoin de perdre cette ronde-ci. Tout de même, ça va être le résultat qu'on va voir. Et pour l'anecdote, les deux seuls points que la psychédélique a été capable de gagner avant le changement de rôle étaient les défenses kitchen. Donc, tout ce que j'aurais à dire ici chez la psychédélique, allez kitchen plus souvent parce que bordel, ça a marché. C'est vrai que c'est le seul BP qui a fonctionné du côté de la psychédélique. Après, ce rush de la Phoenix, on est quand même pas naïf du côté de la psychédélique. Même s'il y avait 2-3 personnes en roaming, on a eu très rapidement l'info de ce rush et Maestro avec son Alda qui est la meilleure arme pour contrer un rush comme ça, 80 balles, on tire dans le tas et on a vu ça a très bien fonctionné. Donc changement de site, on va voir comment ils vont gérer leur attaque, la psychédélique. On espère les voir remonter au score et peut-être emporter la victoire. On va voir s'ils vont faire une remontada ou pas. Et la défense en Hookah. La défense en Hookah qui est assez similaire au niveau des opérateurs par rapport à la psychédélique. Ici, je vais venir poser une question. On a donc la Phoenix qui va commencer à défendre. Et comme tel, si la Phoenix a un style de jeu ou des habitudes de défense qui vont être différentes de celles de la psychédélique lorsque eux défendaient, eh bien, on pourrait avoir un peu de renouveau chez les tactiques de défense. Même chose pour l'attaque. Comme par exemple, corrige-moi si j'ai tort, mais je ne pense pas qu'on avait vu Pulse d'avoir été sélectionné chez la défense quand c'était autour justement de la psychédélique de Chris Paul-là. Donc, on pourrait peut-être voir un peu de niveau au niveau de cette façon-ci de défendre, une nouvelle, disons, exécution. Le rôle de Sunrise Bar n'est pas nouveau, mais la façon de le tenir semblerait être légèrement différente. Est-ce que ça va connaître un meilleur succès que les homologues chez la psychédélique? À ce stade, on va probablement Melon qui est déjà capable d'interdire l'accès au bureau. Sans pour autant qu'il fasse ses kills, il va quand même donner une insertion initiale dans le bâtiment beaucoup plus difficile pour la psychédélique. Déjà, il va faire perdre du temps déjà au niveau du droning avec ses Mozi. Et non, il a pas tenu très longtemps. Il s'est fait facilement déjauger par Shax. Il a peut-être un peu trop pique. Et Pipou qui est tout seul. Bistou le double kill. Bistou le double kill. Mais il va se faire refrag immédiatement. Tout de même, c'est ça qu'on parlait, des roamers qui vont se soutenir et qui vont s'entraider. Il y en a un qui tombe, ok, tu donnes l'information, et là, tu as un allié qui va aller chercher le refrag. Puisque j'étais un refrag, Bistou a fait le double kill. Et là, on va avoir la main haute chez la défense. C'est quelque chose qu'on n'aura pas vu souvent. Donc, Enz et Axe vont devoir être en situation de 2v3. Est-ce qu'ils vont être capables de le faire?
Probablement. C'est encore faisable, mais ça ne sera pas pour autant facile. Tu sais, au niveau des opérateurs qu'on a perdus, Ibana pourrait être considéré comme un opérateur VIP, mais il n'y a pas trop de murs à renforcer et à ouvrir sur ce BP-là. On a parlé tout à l'heure avant que la game commence. Donc de perdre les capacités d'ouvrir les murs renforcés, c'est pas dramatique. H est un opérateur de frag. Bon, tout le monde a un gun. Ok, c'est pas dramatique. Capital, si tu veux planter, il peut être très intéressant. Mais considérant que Buck et Zofia sont des excellents opérateurs pour faire le frag, à supposer que les deux attaquants restants la jouent comme il faut, surtout considérant qu'il reste au-dessus du niveau chrono, ils devraient être capables de faire la -3. Encore une fois, par exemple, les avatars numériques, la moindre erreur risque de l'arrêt fatale. Oui, après, on voit qu'il nous reste le pulse, donc Pipou qui est sur son pulse, il pourrait revenir en blue bar pour pouvoir deny une potentielle plante. Donc c'était l'opérateur qu'il fallait tuer entre guillemets, et il est encore en vie, donc il peut faire très mal. Malheureusement, son placement n'est pas au top du top. Il aurait pu être en dessous pour cancel une éventuelle plante. On va voir comment... Voilà, on voit qu'il s'approche du côté de l'attaque de la plante. Et Cornichon qui tient ses lignes, pré-shot. Remove qui fait le bon kill sur Axel. Oh, le potato ça pour le deuxième kill, mais évidemment, relevé après avoir été mis en PLS comme ça. Oui, donc on a vu voilà, le roaming qui est un peu la clé de ses défenses. La Phoenix qui fait la bonne entrée en matière en défense. Et on va tout de suite partir sur Kitchen. Nécessairement, contrairement à Psychedelic, ben ici, nos joueurs chez la Phoenix ont connu un franc succès pour la défense, vont donc pouvoir aller sur leur remplacement de défense secondaire immédiatement et voyons voir s'ils sont capables d'égaler les prouesses de la Psychedelic, à savoir de remporter leur défense Kitchen. Parce que si oui, ça va nous forcer dans une défense soit Blue Bar, soit Penthouse, qu'on aura vu à la 5e manche provenant de la Psychedelic, mais quand même. La variété au niveau des opérateurs, tant au niveau des emplacements de défense, va toujours être appréciée pour nous donner un beau show. Parlant de variété, Goyo va faire sa présence. Goyo dans la cuisine. Qu'est-ce que tu en penses? Et ben Goyo, ça peut être vraiment intéressant avec ses shields qui vont être déjà qui vont user du stuff. Ils vont permettre d'un peu se cacher des lignes des attaquants. Et en plus, ça peut être très clairement intéressant de les faire péter au moment d'un petit rush ou quand les attaquants sont très proches d'exécuter par exemple. Et on va voir que ça va utiliser des grenades de bug pour les déloger et les grenades Zofia aussi pour les faire péter. Donc ça va faire cramer du stuff qui est très important du côté de l'attaque. Si on regarde la composition des attaquants, comme tu dis, on est bien équipé pour saboter quand même quelques gadgets défensifs. Malheureusement, il n'y aura pas IQ pour les Légions, mais les Evil Eye de Maestro et les boucliers Volcan de Goyo, qui peuvent quand même être un peu problématiques, c'est qu'ils peuvent deny la plante s'ils sont utilisés à bon escient. Et comme tel, je répète ce que tu as dit, mais tu avais absolument raison, Zofia, H et Buck avec les grenades vont pouvoir détruire les gadgets qui ont tendance à être un petit peu plus difficiles à saboter par leur nature par balle en quelque sorte. On va lentement avancer vers l'objectif. Pour l'instant, quel genre d'attaque est-ce que tu vois se profiler? De quel côté est-ce que l'insertion va arriver, tu crois? On va voir, je pense, une attaque du côté du Blue Bar ou du Bar Sunrise. Après, on a vu que la défense jouait facilement au top. On va voir s'ils auront l'info, les attaquants, et s'ils vont s'insérer au top. A priori, oui, on voit des rappels qui sont pris. Donc, comme on le voit là, Pipou qui est en DVD et qui a une ouverture au niveau du VIP. Le top qui est très bien défendu. Il va falloir s'en occuper pour pouvoir s'approcher du BP. Et justement, ça va être intéressant de voir parce qu'on a quand même une certaine quantité de ressources qui ont été déployées au top. Mais visiblement, tout à l'heure, le dernier drone aura vu un bouclier déployable, en commençant par là. Et donc, toutes ces ressources-là vont rendre le roaming beaucoup plus facile. Mais l'échange ou le double tranchant de cette situation-là, c'est que c'est des ressources qui n'auront pas été déployées sur l'objectif lui-même. Et là, Enz va venir une petite ligne étroite. Est-ce qu'il va réussir à faire le frag? Pas du tout le kill, mais il a enlevé beaucoup de vie à Jaeger. Ce qui va faire en sorte que Bistou, là, la moindre erreur va s'avérer fatale pour lui. Il ne peut plus se permettre de prendre la moindre balle. Et là, une Zofia, une H ou même Buck qui va lancer sa grenade pourrait faire le frag facile sur Jaeger, mais non, il va se faire avoir par Remou. Comment Remou a-t-il fait pour savoir qu'il était là? Je pense qu'il a eu l'info de ses collègues au top, ils lui ont dit attention, il y a un drop qui se fait,
push et voilà, on a eu l'info au niveau, je pense, des mates, des call-out. Et tandis que la Phoenix se fait enlever 2 joueurs en défense, donc Jaeger et Lésion qui est dommageable on va dire. C'est intéressant de le garder au maximum pour qu'il puisse poser le maximum de Goumine. Et le contrôle du top est pris du côté de la psychédélique. Absolument. Cependant, la seule chose qui va être dommage, c'est qu'on a perdu du bug dans le processus. Donc, la capacité d'ouvrir le plafond / plancher va être un petit peu limitée par justement l'absence d'Axel. Et maintenant, Enz qui va tomber aussi. Il lui restait quand même quelques charges explosives dans son inventaire. Donc, il aurait pu faire un petit peu d'ouverture dans le plancher. Donc là, si on bougeait verticalité, ça va se faire avec les munitions d'infiltration de hache. Et ça n'a juste, en parlant, pas trop d'arrivée. Donc, les fusillades face à face, c'est tout simplement une insertion, on va dire, typique lambda classique. Risque de s'annoncer. Mais Lou va tenir le tir croisé pour protéger le bar Sunrise. Il va tenir son attention vers la fenêtre du bar bleu. Et c'est Shax qui va tenter de le déloger d'ici. Les flashs vont être lancés, ne feront absolument aucun effet. Et le TG12 va absolument faire peur. Ça va faire le kill après tout. Situation maintenant de 3v2. Pardon, 2v2 avec Coach qui va faire un kill au même moment. Mais le refrag va arriver. On peut encore remonter ça au 2v1. 2v2, pardon. Bien calmé son allié. Les cornichons n'allaient pas laisser la situation se produire. Et oui, donc l'attaque qui était un peu précipitée, il nous restait 20 secondes, encore du 3v3, ça, comme tu l'as dit, ça s'est rentré très frontal et malheureusement, un maestro contre une attaque frontale, ça fait très mal et on a vu, Taok qui a fait Cornichon, pardon, qui a fait double kill. Donc, si on regarde ici, si on voulait regarder un petit peu les données historiques, on va commencer par les kills. Raymond, top fragger de sa team et de loin, surtout avec Smoke. Smoke n'est pas trop un opérateur qu'on aurait tendance à voir faire beaucoup de frags. On se dirait que c'est peut-être un roamer, genre un vigile agressif qui va faire ça. Alors que chez l'équipe Orange, ben, ça traîne beaucoup de la patte. 7 kills, 6 kills, c'est décent, là. Mais c'est très rapidement, le nombre de frags va chuter drastiquement après. Enz, Axel et Strameister vont devoir en faire plus que juste égaler leurs autres coéquipiers si vous souhaitez que la psychédélique soit capable de rattraper ça. Parlant justement de psychédélique capable de rattraper ça, on est en situation de point de match. Ils sont donc dos au mur. Côté réaliste, personnellement, c'est juste mon petit pronostic personnel, je ne m'attends pas à ce que la psychédélique soit capable de gagner 4 rondes pour remonter ça au 6 à 6, dans le temps que la Phoenix a besoin pour gagner un seul point supplémentaire et donc mettre une fin à la map. Je dirais donc, même si la game n'est pas encore terminée, qu'on atteint un point de non-retour. Et à ce stade, selon moi, la psychédélique a déjà perdu. Les remontées, qu'on ne s'y méprenne pas, est techniquement parlant possible, mais ça arrive genre une fois sur 10 000, une fois sur 100, et c'est là une fois sur 100 qui va être tellement spectaculaire qu'on va adorer ça, ça va faire des histoires de clutch, de comeback, de remontada dont on se rappelle. Visiblement, on l'a vu hier, mais c'est tout de même peu probable. Et oui, c'est mal engagé, on va dire, du côté de la psychédélique. En plus, on va attaquer un BP qu'on n'a pas encore vu. On n'a pas vu le setup défensif de la Phoenix, donc on avance un peu dans l'inconnu. Et ça risque d'être un peu compliqué. On va voir comment ils vont gérer la pression de remonter 4 rounds. Ça risque d'être compliqué en interne, au niveau de la com et tout. Peut-être on va commencer à tilter. Après, du côté de la Phoenix, on est très confort, 4 balles de match. Donc on va jouer plus sereinement. Absolument. Et on a vu les Phoenix prendre un peu la tête durant la dernière manche d'attaque. Le rush absolument gâché. Ici, je ne les vois pas faire des erreurs bêtes, stupides, évidentes seulement parce qu'ils ont un avantage de 4 points et qu'ils peuvent se permettre essentiellement de perdre une ronde ou deux. Ils ne vont pas du tout essentiellement rire ou déconner avec les risques qu'ils peuvent se permettre de prendre. Malheureusement, ce ne sera pas suffisant. Shax va faire le fight sur Raymond. On se rappelle que Raymond était le top fragger de sa team et donc de loin va déjà faire ce kill-là, va donner des bonnes chances à la psychédélique de l'emporter. D'autant plus que Smoke est un opérateur qui peut être particulièrement important en fin de ronde. Donc, ce kill-là peut avoir des répercussions qui vont s'entendre assez loin dans le futur, vers la fin de cette manche-ci. Et surtout, en plus, Smoke qui tombe alors qu'on est en Sunrise Blue Bar. Peut-être je voudrais dire le BP le plus important au niveau du Smoke et ou pour deny une plante à distance, empêcher les insertions. Et on revient en 4-4 du côté de l'attaque.
Absolument. Donc, on parlait comment le frag sur Smoke pouvait être important. Ben, celui sur Buck, de même, après tout, Buck a la capacité de détruire le plafond slash plancher et ainsi de mettre de la pression à partir des angles qui sont très difficiles à contrer pour les défenseurs qui vont être accroupis derrière une telle cachette sur le BP. Par exemple, Le Shaq bon a très bien droné. Melou n'avait rien à faire. Il ne pouvait pas se défendre ou se prévaloir de cette mort subite et certaine-là. Situation donc de 3v3. Par exemple, le roaming n'a pas encore été entièrement, disons, déjoué. Pipou, visiblement, qui va encore tenir la salle supérieure. Et comme tel, on peut pas, pour les attaquants, juste rentrer dans l'objectif avec une tranquillité d'esprit totale. Ils ont toujours peur que quelqu'un arrive dans leur dos. Comme par exemple, Et Bistou. Bistou, Maintenant, oui. avec la triple élimination, bien joué. On a des amorceurs et on le réalise. La 4 par exemple, n'arrive pas. Donc, c'est tout ou rien. Situation de 1v2. Faut qu'il fasse le clutch ou lui et son équipe ont perdu. Et oui, là c'est clutch hors kit, j'ai envie de dire. Voilà, il est obligé de faire ce clutch pour maintenir son équipe en vie. Et ça va être compliqué quand on voit qu'il y a les deux Evilai encore, le Lésion qui va pouvoir donner les infos sur son insertion. C'est compliqué. Absolument. Tout de même, il est bien équipé pour le faire avec les fumées. Ah non, pas. Tu cours dans la fumée, ne voyant pas le feu où tu l'as toi-même. Il va tenter de planter juste ici, dans l'embrasure de la porte, très difficile. Ouais, voilà, c'est ça, la fumée cachée. Il va y aller pour le rush avec 7 secondes restantes. Va falloir qu'il fasse le kill et qu'il parte immédiatement après. Les gros pressures de Maestro vont remporter le kill. Cornichon pour la Phoenix Esports va remporter cette map C. Ça va être un GG Master de 6-2. 7-2 maintenant quand la game est finie. On ne pouvait pas du tout parler d'une game qui était serrée. Et oui, on finit sur un 7-2, comme on l'a vu, la Phoenix qui a dominé son match. Et qui voilà, était très très strong, même sur sa défense. En attaque, ils ont été monstrueux, donc franchement, beau match de la Phoenix, la psychédélique clairement en dessous. Absolument. Est-ce que c'était peut-être juste une question de strat? Est-ce que c'était juste une question que c'était pas leur map? Peut-être. Mais définitivement, s'ils sont capables de mieux strater sur d'autres maps, ben on va leur souhaiter d'amener ce niveau de strat-là sur Littoral également. Parce que définitivement, ça a piqué, ça a fait mal. Question, est-ce qu'on avait un interview de cédulé avec les joueurs de la Phoenix maintenant qu'ils ont gagné? Je sais pas, on va voir si Daz nous a prévu une interview ou pas. On va essayer de mettre ça en place, messieurs. Ok, on va essayer de mettre Parfait, ça en parfait. place. Ce sera intéressant de voir l'intérieur du match, l'intérieur de la Phoenix eSport, voir un peu comment ils ont géré, s'ils ont tout de suite vu les erreurs de la psychédélique ou s'il a fallu un peu plus analyser. On va voir ça parce que nous, ça nous a paru clairement facile de leur côté. Après, ça ne devait pas l'être. Ça devait être quand même très très difficile de gérer un match comme ça. Mais franchement, ils ont fait ça à merveille. Ou donc ici, je posais la question un peu naïve de demander s'il y avait un interview en place. Parce qu'en fait, ceci était la dernière partie de la journée. Donc, en quelque sorte, maintenant, on est rendu à faire la cérémonie de clôture. Et après ça, ça va être fini pour cette journée de la RCL. Donc, c'est pour ça que je demandais qu'est-ce qui est au plan ou comment on fait pour proprement clôturer le stream. Ça va passer par une interview. Donc, bonjour. Ah, bordel, qu'est-ce que mon PC fait? Pardonnez-moi. Donc, bonjour, mon cher Bissou, comment tu vas? Bonsoir. Ben nickel, hein, on démarre bien avec une victoire, c'est cool. Absolument, ça, on ne s'en plaindra pas, n'est-ce pas? Exactement. Vous avez quand même gagné 7-2. C'était une grosse avance. Absolument aucun stress à y avoir face à la psychédélique. Est-ce que, ne serait-ce qu'une seule fois dans la game, vous vous êtes dit, OK, il faut se prendre au sérieux ou c'était essentiellement une partie très décontractée pour vous? En d'autres mots, est-ce que vous nous avez dévoilé vos meilleures strats que vous avez à proposer ou on peut s'attendre à avoir quelques petites surprises qui vont qui vont nous venir de vous face à un adversaire un peu plus de taille dans un futur plus ou moins rapproché? Alors, on n'a pas sous-estimé déjà nos adversaires. Ils ont un bon potentiel. On a démarré la map, on a joué sans strat dessus. On a fait tout à la mano, on a réussi à bien s'adapter à leur style de jeu. On a réussi à trouver notre style de jeu sur Coastline. Et on a tenté des choses qu'on n'aurait pas dû forcément tenter. On a eu quelques petites erreurs. La manche 3 peut-être? Ouais, Pardon, 6 dans la cuisine. c'est ça en fait. Voilà, on a eu des prises de risques, on a essayé, c'est pas passé, c'est pas grave. Mais Qui ne tente rien n'a voilà, rien, n'est-ce pas? exactement. Voilà, on a réussi à s'adapter par rapport à l'adversaire et voilà.
Parfait, parfait, parfait. Donc, un gros bravo à vous. Au niveau du style de jeu, donc, on aura pu voir votre attaque beaucoup plus fréquemment que votre défense. Et puis, on aura vu quand même des grandes variétés au niveau de la vitesse, au niveau de l'insistance de vos push dynamiques qui étaient beaucoup plus lents et méthodiques. Certaines rondes se sont jouées jusqu'aux dernières secondes de la fin. Et il y en a d'autres qui étaient beaucoup plus agressifs. On pense notamment à la 6e manche qui n'aura pas trop fonctionné pour vous. Donc, vous sembliez être quand même bien à l'aise avec différents styles de jeu. Est-ce que tu veux nous parler un peu de votre capacité de vous adapter d'une ronde à l'autre? Ouais, ben on voit en fait, on positionne bien nos drones, on prend juste énormément d'informations sur l'adversaire, le Mhm. stuff, comment il se positionne, à quel endroit. Et par rapport à ça, le leading game va nous donner les instructions de par où on va attaquer. Après, c'est des basiques, j'ai envie de dire, de Rainbow Six. Ah oui, Le absolument. positionnement des drones, la prise d'information, le bon push, l'agressivité. Après, ça répond bien. Ça répond bien, c'était un bon match. Franchement, c'était cool à vivre. Ben, tant mieux, tant mieux, tant mieux pour vous. Un gros bravo. Finalement, est-ce que tu veux rapidement nous parler de roaming que les psychédéliques vous présentaient et de l'anti-roaming que vous avez fait en conséquence? J'ai pas compris le début de ta phrase. Le Ça roaming a de votre coupé. adversaire et comment Oui. vous avez fait de l'anti-roaming pour le contrer? Bah, comme je t'ai dit auparavant, c'est par rapport à l'information du Mhm. droning et on va dire entre guillemets le positionnement basique que tout le monde prend. Souvent, ça va partir en pré-shoot ou vice versa, quoi. C'est vraiment de l'adaptation par rapport à l'adversaire. Si on voit qu'il fait tout le temps la même chose, on aura beaucoup plus de facilité à s'insérer vite, à savoir où il est et voilà. Parfait. Ben, merci beaucoup. Sinon, toi, Pas de souci. ça est l'heure. Est-ce que tu avais d'autres questions qui venaient en tête? Non, 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 j'avais pas Non, plus de questions que ça. Après, j'ai vu que voilà, votre anti-roaming était très très performant. On a vu. Bon, après, à chaque fois, ils étaient au même endroit, donc comme tu l'as dit, c'est plus facile de faire le taf entre guillemets quand ils font toujours la même chose. Mais franchement, grand bravo à vous. merci beaucoup. Merci beaucoup pour le cast en tout cas, c'était nickel. Y a pas de souci. Merci à Merci à toi toi. et on se retrouve Yes. à bientôt. Et un gros bisou à tous ceux qui nous ont regardés sur le live. Ciao, ciao. Allez, salut. Allez, salut. Et donc, ça est l'heure. Je te laisse finir de clôturer le stream. J'ai Alors, l'impression d'avoir parlé un peu plus que toi j'ai l'air durant de pas. l'interview. Donc, je te laisse te rattraper sur ce qui reste à la cérémonie de fermeture. Et allez, donc merci de me donner la parole, hein. C'était super, le cast, j'ai adoré. Très beau match. On se retrouve donc à tous les téléspectateurs le week-end prochain. Le week-end prochain donc pour le Playdate 3 et 4. Donc comme on l'a vu, ça va être un beau Playday en perspective. Voilà, les équipes sont très strong. Et donc on va vous retrouver donc pour le week-end prochain. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette journée. Et bon week-end à vous, bon week-end à toi Hans. Et à très bientôt. Allez, bonne journée à tous. Et allez, au revoir.